ce personnage, la seule chose qui compte pour Macron, c'est Macron lui-même. Bon, c'est-à-dire qu'il voit dans tout événement national ou international un petit peu sortant du commun la possibilité d'essayer de se remettre en selle, de retrouver une certaine popularité. Rappelez-vous, il avait essayé de le faire avec les Jeux Olympiques. On allait voir ce qu'on allait voir. Il paraît que la popularité allait être extraordinaire. Ça a été un fiasco en définitive, puisque en fait, il est retombé après plus bas qu'il n'était. Après ça, il devait retrouver une popularité extraordinaire dans son voyage aux États-Unis avec Donald Trump. Rappelez-vous que Madame Ruth Elkrief, il y a quelques jours, nous avait expliqué que le monde entier nous enviait Macron. Et M. Ulysse Gosset, journaliste, avait expliqué que lors de la rencontre avec Trump, il y avait eu un moment de bascule, la bascule historique où il avait fini par, comment dirais-je, convertir Trump à changer de pied vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la Russie, etc. On a vu la suite des événements. Rien du tout. Rien du tout. En fait, c'était Trump qui s'était payé sa tête, tout simplement. J'ai eu l'occasion d'en parler. Alors maintenant, c'est une nouvelle tentative. Nouvelle tentative, c'est d'essayer de jouer les pères la patrie, de jouer Clémenceau ou de jouer le De Gaulle, c'est-à-dire la patrie est en danger, etc. Donc on a depuis quelques jours, dans une atmosphère en France qui est devenue épouvantable à respirer, en fait, la France est devenue un pays totalitaire. C'est-à-dire que vous avez les propos de bon sens, les propos pacifiques, les propos qui mettent en garde contre tout engrenage vis-à-vis de cette affaire en Ukraine et en Russie sont absolument écartés. Et on a au contraire une opinion publique qui est chauffée à blanc, mais à blanc par tous les journaux, tous les médias qui sont là pour vendre, en fait, une entrée en guerre contre la Russie, rien de moins. Hein. Malheureusement, ça correspond à des épisodes connus de notre histoire. Hein. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Notamment, je rappelle comment s'est passé le déclenchement de la guerre de 1870 en juillet 1870, comment s'est passée la guerre de 1914, comment les Français, comme ça, ont été manipulés, en fait, par des médias pour se lancer dans une catastrophe. Et donc là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on doit avoir une espèce d'union sacrée autour d'un projet qui est, je l'insiste ici, délirant. Parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine est complètement écrasée. Aujourd'hui, la Russie possède 20%, 18 à 20% du territoire ukrainien. L'Ukraine doit détenir quelques dizaines de centaines de kilomètres carrés de la région de Koursk, mais qui sont en attrition. Donc la Russie a déjà gagné cette guerre. De surcroît, les États-Unis d'Amérique viennent de faire un changement de pied complet avec l'arrivée de Trump. Et donc les États-Unis d'Amérique et Donald Trump a décidé de faire la paix, comme il a d'ailleurs été élu pour cela. Il a été élu pour cela par d'ailleurs une majorité d'Américains. Trump l'a d'ailleurs rappelé lors du discours de l'État de l'Union qui a eu lieu hier. Il a été élu par ce qu'on appelle le vote populaire aux États-Unis, c'est-à-dire pas seulement la majorité des délégués aux conventions, mais également par tout simplement la majorité des électeurs. Bien. Et il a été élu sur le projet de faire la paix. Alors je vois dans la presse française ou internationale, enfin européenne, j'ai vu, je crois que c'est dans la Libre Belgique, il y avait un article, c'était l'effondrement de la démocratie aux États-Unis. L'effondrement de la démocratie aux États-Unis. Parce que Donald Trump est élu sur un programme et qu'il l'applique, c'est ça l'effondrement de la démocratie. Enfin, je crois qu'il y a véritablement un vrai problème en Occident, en France, dans l'Union européenne, qui confond la démocratie avec tout simplement le narratif imposé par les élites euro-atlantistes qui veulent faire avaler au peuple ce que les peuples ne veulent pas. C'est-à-dire ce n'est plus du tout de la démocratie, c'est la dictature des minorités, ça a d'ailleurs été théorisé. Et ce que marque l'ère Trump est en train de marquer la fin de la dictature des minorités. Alors, il a d'ailleurs dit, il est parti en guerre contre la woke culture, etc. Il a dit, maintenant, c'est le retour du pouvoir de la majorité. Ce sont les peuples, la démocratie, c'est le peuple qui décide, n'en déplaise à telle ou telle faction, telle ou telle partie de gens qui ont des objets plus ou moins avouables. Alors, en France, je le disais, on est dans une situation quasiment totalitaire, puisque tout simplement, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait plutôt se réjouir de la situation actuelle. La vérité, elle est là. La vérité, c'est que
à la fois venant de Russie, venant de Biélorussie, puisque le président Loukachenko de Biélorussie a proposé que des nouveaux pourparlers de paix se tiennent de nouveau à Minsk, et il l'a fait lors d'une intervention récente, lors d'une interview récente, il a dit qu'on avait été très très près de la Troisième Guerre mondiale et d'une guerre nucléaire. C'est également ce que dit Trump, donc il faut quand même écouter ce que des gens qui sont aux commandes disent. On a été très proche d'une Troisième Guerre mondiale, avec éventuellement un dérapage nucléaire, et voilà que Trump est en train d'assurer la paix, et que la Russie est d'accord pour essayer d'aller dans cette direction. Voilà. Normalement, on devrait tous se féliciter de ça. Voilà. On devrait se dire, c'est formidable, on a un président des États-Unis qui, certes, parfois est un peu fantasque, est un peu baroque. S'il l'était un peu moins, personnellement, je préférerais. Mais enfin, comme disait Confucius, moins 500 avant Jésus-Christ, écoutez les paroles, mais observez les actes. Or, les actes, c'est que Trump a tordu le bras de Zelensky. Lorsqu'il a reçu Zelensky à la Maison-Blanche, Zelensky jouait les mendiants arrogants. Il avait déjà encaissé 350 milliards de dollars. Il venait en tout dit que c'était pas assez, et en ne disant même pas merci, et en refusant de s'engager à faire la paix. Trump lui a fait remarquer qu'il y avait quand même eu 500 000 morts, notamment des jeunes Ukrainiens, et qu'il était temps maintenant d'arrêter le carnage. Voilà. Alors on peut comprendre, il est vrai, on peut comprendre que Zelensky ne soit pas très content, parce qu'il faut quand même rappeler l'origine de toutes ces affaires-là. L'origine de l'origine, c'est quand même l'affaire, ce sont les États-Unis qui ont tout déstabilisé avec l'affaire du Maïdan. Il faut quand même revenir sur ces questions. Personne jamais n'en reparle. C'est en 2014 que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en train de parler de projets de paix, d'une paix durable, de la sécurité, etc. Mais jusqu'en 2013, finalement, tout allait bien. On avait une Ukraine qui comprenait le Donbass, la Crimée, voilà, ça allait bien. On avait un président qui avait compris qu'il fallait qu'il soit prudent vis-à-vis de la Russie. Il avait fait un bail amphithéotique, il avait loué à la Russie la base maritime de Sébastopol en Crimée. Donc, ma foi, voilà, il y avait une démocratie qui fonctionnait, ce qu'elle pouvait fonctionner. Certes, c'était un pays qui devait faire attention à son grand voisin, mais j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que tous les pays du monde doivent faire attention à leurs grands voisins. Voilà. Le Japon doit faire attention à son grand voisin qui est la Chine. Le Mexique et le Canada doivent faire attention à leurs grands voisins qui sont les États-Unis. La France doit faire attention à ses voisins et son grand voisin qui est l'Allemagne. Et puis également les voisins de la sud de la Méditerranée. Donc on ne va pas au milieu chaque État est en concurrence, est en compétition, est en contact avec les États alentours. Donc moi, ce que je voudrais dire ici et rappeler, c'est que s'il n'y avait pas eu Madame Victoria Nuland, qui était la secrétaire d'État adjoint à l'époque de Obama, si elle n'avait pas été là, si derrière elle, il n'y avait pas eu tout l'État profond américain qui avait fait la révolution du Maïdan, qui avait en fait chassé un président qui était légitimement élu pour en fait instaurer un régime à la botte des États-Unis, pour ensuite lancer une attaque contre la Russie, eh ben on n'en serait pas là, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Or maintenant, tout le monde peut pleurer sur le lait renversé. Maintenant, j'imagine que les Ukrainiens prieraient Dieu pour revenir à la situation de 2013. Vous avez un pays qui comprenait le Donbass, qui comprenait justement la région d'Odessa, la région les républiques de Louhansk, de Donetsk, qui comprendrait Zaporizhia, qui comprendrait la Crimée, etc. Et maintenant, à l'évidence, ils vont l'avoir perdu. Donc il faut quand même rappeler que l'origine, c'est les États-Unis d'Amérique qui ont fait ça, avec pour objectif, j'ai eu l'occasion de le dire 50 fois, ça sera donc la 51e, comme le numéro de cette émission, ça sera... l'objectif, c'est en fait de démanteler, de dépecer ultérieurement la Russie et de démonter la Russie. Parce qu'il y a, comme l'a dit d'ailleurs Vladimir Poutine, je crois aujourd'hui même dans une interview, il y a une volonté de l'Occident, depuis des siècles en fait, de détruire la Russie, de s'attaquer à la Russie, de dépecer la Russie. C'est un géant, un colosse. Et donc, il y a une russophobie qui parcourt le monde occidental depuis des siècles. Voilà. Et là, ça n'est jamais que le dernier épisode. Donc, au lieu que tout se passe, qu'on laisse les choses en l'état comme si personne n'avait rien demandé, ce sont les États-Unis qui sont à l'origine. Alors, je disais qu'on peut un peu comprendre Zelensky, parce que Zelensky, c'était
un amuseur. Hein. C'était, voilà, on l'a vu faire des numéros de music-hall en tenue d'Adam devant un piano. Enfin, tout le monde est au courant, donc c'était un rigolo, quoi. Et ce type, à la faveur d'événements un petit peu pas très faciles à comprendre, eh bien, s'est retrouvé catapulté à la tête de l'État ukrainien. Et évidemment que il était tenu par les maîtres qui l'avaient placé là, c'est-à-dire par les Américains. Mais les Américains, version néoconservateurs, démocrates, Obama, Victoria Nuland, c'est ça en fait qui ont placé Zelensky à la tête de l'État ukrainien. Et donc, lui-même, au début, il avait été élu, d'ailleurs, pour essayer de calmer le jeu. Et puis, il a eu des donneurs d'ordre qui n'ont pas arrêté de lui donner, des leçons d'agressivité contre la Russie. Je rappelle que dès que le Maïdan a basculé, dès qu'il y a eu une révolution à Kiev, je rappelle que dans la semaine qui a suivi, on le sait désormais, de façon certaine, l'information vient des États-Unis, on sait désormais qu'il y a eu environ 13 ou 14 ou 15 bases de la CIA qui ont été installées tout le long de la frontière russe, en attendant la suite. Et on sait aussi que les accords de Minsk I et de Minsk II, on l'a déjà rappelé 50 fois, ils ont été faits pour en fait enfumer Vladimir Poutine, pour lui faire croire que la spécificité des populations du Donbass et de Crimée, qui sont des populations, je l'ai déjà 50 fois expliqué, d'origine russe, qui parlent le russe, qui sont de religion orthodoxe et qui sont proches de la Russie, pour leur assurer une certaine autonomie, la possibilité de vivre leur langue et leur religion convenablement. Et c'est ceci qui n'a pas été accepté. Et je rappelle aussi que Mme Merkel et M. Hollande n'ont pas fait respecter ces accords de Minsk II. Ils ont au contraire participé à préparer en fait le terrain pour une attaque directe de la Russie. Voilà, ce sont tous ces événements-là qu'il faut savoir. Et Zelensky, là-dedans, il a été en fait le commanditaire, excusez-moi, le type qui a été chargé de faire cette politique. Voilà, c'est ça Zelensky. Et lorsque, au mois d'avril 2022, les Russes, qui voulaient arrêter le bain de sang déjà qu'il y avait en Ukraine, se sont rapprochés, il a commencé à y avoir des accords entre l'Ukraine et la Russie en Turquie. Je rappelle que c'est Boris Johnson qui est allé voir Zelensky et qui a exigé au nom de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique version Biden, qui a exigé de faire capoter les projets de paix. Donc on comprend en effet que Zelensky, aujourd'hui, ne sera pas très content. Parce qu'en fait, il se rend compte que il est en train, il n'avait pas prévu un truc incroyable, d'ailleurs personne n'avait beaucoup prévu ce qui arrivait, ça fait partie de ces ruses de l'histoire, c'est que Donald Trump serait réélu à la tête de la Maison-Blanche, serait réélu à la Maison-Blanche, avec une volonté d'acier de changer les choses, pas pour se laisser manipuler par l'État profond comme ça a été le cas pendant son premier mandat, mais là, il a eu le premier mandat où il a été manipulé par l'État profond, il y a eu ensuite les 4 ans où il en a bavé, il a même d'ailleurs failli être assassiné 3 fois. Maintenant, il est là, il veut changer les choses, et comme il s'en est vanté lors du discours sur l'état de l'Union hier, en l'espace de 40 jours, il a déjà fait un truc incroyable. Voilà, il a déjà complètement révolutionné l'affaire. Et effectivement, Zelensky se sent lâché, en fait, par celui qui lui donnait des ordres. Donc on comprend en effet qu'il n'est pas très content. Ça fait penser à cette fameuse parole, vous savez, qui avait dite le secrétaire d'État de Nixon, qui était Henry Kissinger, qui avait eu cette fameuse parole, qui est très drôle, mais qui est très juste et terrible. Être l'ennemi des États-Unis est dangereux, mais être leur ami est mortel. Voilà. C'est-à-dire que les États-Unis, tout au long de leur histoire, ont fini, en fait, par lâcher leurs marionnettes. Que ce soit au Sud-Vietnam avec Nguyen Van Thieu, que ce soit au Cambodge avec le général Lon Nol, que ce soit en Iran avec le Shah d'Iran, etc., etc. Ils ont toujours fini par laisser tomber leurs commanditaires. Donc voilà, donc ça veut dire qu'effectivement on peut comprendre que Zelensky soit pas très content. Mais enfin, Zelensky n'est qu'un pion dans cette histoire. Et ce qui s'est passé à la Maison-Blanche, je rappelle que Donald Trump, il a écrit un bouquin qui s'appelle « L'art de la négociation hein, », l'art de négocier. Donald Trump, il a regardé ça de façon extrêmement lucide. Il a regardé quelles sont nous les cartes dont on dispose. C'est comme un jeu de cartes, hein, comme dans un tripot dans le Far West. Hein, et quelles sont les cartes dont disposent les Américains, quelles sont les cartes dont disposent les Russes, quelles sont les cartes dont disposent les Européens, quelles sont les cartes dont dispose Macron, quelles sont les cartes dont dispose Zelensky. Voilà.
Et puis c'est aussi simple que ça. Et il s'est rendu compte que ceux qui avaient des cartes en main, c'est d'une part la Russie, qui qui possède 20% du territoire ukrainien et qui a une armée et qui a par ailleurs, pour la Russie, c'est un enjeu existentiel, cette guerre en Ukraine. Et puis, il s'est rendu compte que les États-Unis ont des cartes en main, puisque si les États-Unis retirent leur argent, retirent leur armement, bah c'est terminé. Hein. L'affaire s'arrête tout de suite. Voilà. Et que tout le reste, c'est littérature. Zelensky, c'est un ludion, c'est un présentateur de télévision, et Macron, c'est à peu près, c'est guère mieux. Donc, du coup, eh bien, Trump a dit, ça suffit comme ça, hein, les 500 000 morts ukrainiens, ça suffit comme ça. Voilà. Donc, il a fait venir Zelensky. Vous avez vu, j'ai commenté cette altercation, d'ailleurs avec une vidéo qui va franchir dans les 2 heures qui viennent les 600 000 vues, ce qui est considérable, ce qui prouve qu'il y a un formidable besoin d'information de la population, non seulement en France d'ailleurs, mais il y a des consultations du monde entier qui viennent écouter mon analyse pas à pas de l'altercation qui a eu lieu entre Trump et Zelensky et qui est totalement contraire à la présentation qui en a été faite par les médias et par nos dirigeants politiques, qui n'ont pas vu, en fait, qui ont commenté une altercation sans connaître les tenants et les aboutissants. Enfin, c'est extrêmement grave. Et donc, Zelensky, il en était encore resté, Zelensky, au fait qu'il pouvait rouler des mécaniques devant Macron, devant tel ou tel dirigeant européen, ou devant le sénile Biden, et que les gens lui donnaient de l'argent. Voilà. Il en était resté là. Il n'a pas compris, il a découvert d'un seul coup que, comme avait dit le vice-président Vance dans son discours à Munich, voilà, le shérif a changé, le shérif en ville a changé. Voilà. Et donc il s'est heurté à un os, il s'est heurté à un mur, il s'est heurté à un bec, il s'est heurté à Trump. Et Trump lui a dit, bon, voilà, c'est nous qui avons les cartes en main. Il a dit, vous n'avez pas de cartes en main. Donc soit vous faites le cessez-le-feu, pourquoi j'ai été d'ailleurs élu, il a été élu, Trump, pour ça. Alors que je rappelle que Zelensky, lui, a fait annuler l'élection présidentielle et il se maintient au pouvoir d'une façon qui est dictatoriale. C'est un fait. D'ailleurs, s'il y avait des élections en Ukraine aujourd'hui, il ne serait pas élu. Ce serait probablement Zaluzhny, qui est le type qui est son concurrent, qu'il a écarté, qu'il a nommé à l'ambassade d'Ukraine en Russie, au Royaume-Uni, pardon. S'il y avait une élection libre. Donc ça veut dire qu'il serait désavoué par la population ukrainienne, Zelensky. Et donc... Trump a dit, bon voilà, si vous continuez à la ramener, si vous continuez à dire que vous n'accepterez pas le cessez-le-feu, c'est terminé. Donc l'affaire s'est terminée. On lui a fait comprendre qu'il devait dégager, hein, sans ménagement. Donc il n'y a même pas eu d'adieu. Il est parti la queue entre les jambes, si j'ose dire. Il est revenu, il est allé voir les Européens pour chigner, pour se plaindre, pour dire que Trump n'a pas été gentil. Et puis le résultat des courses, c'est quoi ? C'est que Trump, dans la foulée, il a décidé d'arrêter, de suspendre l'envoi d'armes à l'Ukraine et de financement. Voilà. C'est tout. Et tout le monde sait que Trump, il a encore d'autres atouts dans sa manche. Il a notamment 2 atouts absolument essentiels dont personne ne parle aux Français. Le premier atout, c'est Starlink, avec Musk, c'est-à-dire que toutes les communications de l'armée ukrainienne en Ukraine sont gérées par Starlink, par un procédé américain. Il suffit qu'ils appuient sur un bouton, ils coupent toutes les communications, c'est terminé. La guerre s'arrête, puisque l'armée ukrainienne n'a plus de moyens de communication. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et le deuxième moyen, qui est tout à fait extraordinaire aussi, dont disposent les Américains, c'est la procédure dite ITAR, qui permet aux Américains d'empêcher la livraison d'armes fabriquées par des pays étrangers dans d'autres pays tiers, dans la mesure où ils comportent des composants américains. Voilà. Et la quasi-totalité du matériel militaire fabriqué notamment en Union européenne comporte des composants américains. Voilà. Ça veut donc dire qu'il faudrait que l'armement qui est fabriqué dans les pays de l'Union européenne soit un armement qui ne comporte aucun composant américain pour pouvoir être transféré. Voilà. Alors pour l'instant, Trump n'a pas encore agité, mais tout le monde sait, dans toutes les chancelleries, dans tous les ministères, on sait qu'en fait, excusez-moi cette expression un petit peu grossière, un petit peu familière, mais l'Europe, elle est à poil, elle n'a aucune stratégie. Aucune stratégie. Voilà. C'est ça. La réalité, c'est ça. C'est qui est-ce qui a les cartes en main ? Les cartes en main, c'est Poutine et Trump. Point barre. Voilà. Alors, moi, je suis de ceux qui sont plutôt à s'en réjouir, puisque, justement, Trump veut arrêter le massacre.
Et moi, ce qui m'a énormément choqué dans cette affaire de cette rencontre Trump-Zelensky, c'est que c'était Trump qui disait il faut arrêter de massacrer des jeunes Ukrainiens, et Zelensky s'en foutait, mais royalement. C'est son propre peuple. Il y a 500 000 jeunes Ukrainiens qui sont morts. Et les jeunes Ukrainiens en question, c'est qui d'ailleurs? Ce sont les pauvres, ce sont les classes populaires, ce sont les classes moyennes, parce que les enfants de la bonne société de Kiev, de tous les mafieux, de tous les hauts fonctionnaires, etc., eux, ils sont sur la Côte d'Azur en ce moment, en roulant dans des BMW. Tout le monde le sait, c'est un véritable scandale. Même le ministre, d'ailleurs, de la Défense polonais vient de le dire aujourd'hui en disant que c'était scandaleux, le train de vie d'un certain nombre de jeunes Ukrainiens qui allaient en Occident, qui allaient en Allemagne, en Suisse, en France, etc., mener la belle vie, pendant que c'est les fils du peuple ukrainien qui se font tuer, qui se font enlever en pleine rue pour être envoyés au front. C'est ça la réalité. Voilà. Alors, on est dans cette situation. Moi, personnellement, je trouve que je me réjouis de cette situation. C'est que Trump veut arrêter le désastre. Et on a affaire, en fait, à une caste en Europe qui est complètement sous la coupe, en fait, de l'État profond. Il y a deux choses qui m'ont sidéré aujourd'hui, mais véritablement sidéré. Deux informations. D'abord, la première, c'est de voir que le canard enchaîné a pris parti pour envoyer des armes à l'Ukraine. Alors j'ai vu un tweet de Régis de Castelnau que j'ai trouvé tout à fait justifié. Le canard enchaîné, il faut savoir ce que c'est que le canard enchaîné. Le canard enchaîné, c'est un journal satirique qui est né en 1915 au moment de la boucherie de Verdun. Voilà, au moment du chemin des dames, au moment où la France a découvert l'horreur. L'année 1915 a été l'année où la plus mortelle, en fait, pendant la Première Guerre mondiale. Et donc est apparu cet esprit du canard enchaîné, qui a été une cassure dans l'histoire de France. À partir de ce moment-là, c'est le cynisme qui a envahi, on tourne en ridicule le patriotisme, on voit se développer des idées antimilitaristes, plus jamais la guerre, etc., etc. Ça, c'est l'esprit du canard enchaîné. Or, aujourd'hui, le canard enchaîné veut que la France, veut que on continue à envoyer des armes à une guerre qui, de toute façon, est perdue, puisque les Européens n'ont pas les cartes en main. Le canard enchaîné, moi je suis... Alors c'est vrai que c'est un tournant qu'il avait pris déjà depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Il est vrai, j'ai regardé, qu'en 2023, le canard enchaîné a touché plus d'1 100 000 € versés par l'État. De subventions à la presse. Bon, à partir de ce moment-là, comme on dit, qui paye commande. Bon, mais enfin, quand je vois que le canard enchaîné tient des propos tournant en ridicule ceux qui veulent la paix, en disant que c'est une grande tradition capitularde de l'extrême droite, mais c'est incroyable, incroyable. Et puis alors la deuxième chose aussi incroyable, c'est la déclaration de la commission des évêques de l'Union européenne, qui est une commission qui regroupe un certain nombre d'évêques, enfin, j'imagine tous les évêques de l'Église catholique au sein des pays de l'Union européenne, qui a fait un communiqué pour dénoncer l'invasion injustifiable de la Russie en Ukraine. Alors ils peuvent... c'est pas possible d'écrire ça. C'est pas possible. Ils peuvent regretter l'invasion de la Russie en Ukraine. C'est l'Église catholique qui parle. Ils peuvent dire que même s'il y avait des raisons qui pouvaient justifier une intervention, je rappelle que la raison, c'est qu'il y avait un peuple qui se faisait tirer comme des lapins par les troupes de Kiev, et que la Russie est intervenue en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, de devoir de protection, de soutien à des peuples qui sont en train d'être exterminés. C'est exactement ce qui manquait d'ailleurs, cet outil qui n'a pas été utilisé au moment où les Khmers rouges ont commencé à liquider leur propre peuple après la chute de Phnom Penh en 1975. Donc, que l'Église regrette cette invasion, elle était dans son rôle, mais qu'elle dise que c'est une intervention injustifiable, c'est du négationnisme. Ça veut dire que ces messieurs du Vatican ignorent ou font semblant d'ignorer les centaines de morts qui étaient d'Ukrainiens russophones dans le Donbass et en Crimée. Enfin, c'est incroyable.
Et puis, surtout, ils poursuivent en disant qu'ils apportent leur soutien. Ils sont d'accord, ils veulent le soutien décidé par les décideurs de l'Union européenne, soutien économique, politique, mais ils disent aussi soutien financier et militaire à l'Ukraine. Moi, je suis sidéré. Je suis sidéré. Je crois, enfin, il est arrivé dans l'histoire de la Sainte Église, mais jadis, l'Église participe à des guerres. Il y a notamment, enfin, je sais pas, un exemple qui me vient à l'esprit, le pape Grégoire XIII, le 24 août 1572, je sais pas si cette date vous dit quelque chose. Oui, quand je vais vous dire ce que c'est, vous allez tout de suite le reconnaître. Le 24 août 1572, c'était la Saint-Barthélemy. Et c'est le jour où il y a eu en France une espèce de pogrom des protestants, avec l'amiral de Coligny, vous savez, avec Catherine de Médicis et Charles IX, qui en fait avaient été sous la pression de l'extrême droite de l'époque, qui était la famille de Guise, le duc de Guise. Bon, il y a eu donc il y a eu plusieurs milliers de morts à Paris de protestants, les huguenots comme on disait, et le pape Grégoire XIII a fait comment dirais-je, frapper une médaille pour se féliciter de ça. On a vu lors de la bataille qui avait eu lieu un an avant, en 1571, la bataille de Lépante, et on avait vu que les États de l'Église faisaient la guerre, achetaient des mercenaires pour faire la guerre aux Grands Turcs. Donc on a vu ça dans l'histoire passée. Mais depuis 1945, je n'avais jamais vu l'Église catholique appelée à faire la guerre. Jamais. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Depuis 1945, j'entends. Au contraire, normalement, le message évangélique, le message du Christ, dont d'ailleurs, Donald Trump et Vance se prévalent régulièrement. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais donc ce message-là, ce message évangélique, le message de faire la paix, normalement, c'est ce qu'aurait dû dire l'Église. Elle aurait dû appeler à dire il faut absolument qu'il y ait le cessez-le-feu. C'est ce qu'elle dit partout et toujours. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'aujourd'hui, on a constaté qu'il y a la rencontre du canard enchaîné, qui par ailleurs est anti-religieux, anti-catholique, anti-militariste traditionnellement, qui dit la même chose que l'Église du pape François, et qui, l'un et l'autre, appellent à poursuivre la guerre contre la Russie pour faire tuer encore des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes pour rien, puisque de toute façon, on sait que ça n'aboutira à rien. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Alors quand je vois Macron qui est là, qui joue les utilités, en fait il était fait, je dis ça sans d'ailleurs mépris, mais il était fait pour être maître d'hôtel. Moi, il me fait toujours penser, quand je le vois, on a l'impression, vous savez, les soirées de l'ambassadeur avec les Rocher Ferrero, on a l'impression que ça, c'est Macron, il est dans son élément. Donc, ce qu'il nous a appris, la grande affaire, c'est qu'il fait une réunion, un nouveau sommet, il en fait quasiment toutes les semaines en annonçant, attention, c'est un grand sommet. Donc là, on a eu droit au sommet européen où il y avait 15 des 27 États qui manquaient à l'appel, et le sommet européen dans lequel il y avait le Royaume-Uni qui a quitté l'Union européenne, et il y avait aussi le Canada et la Turquie qui étaient représentés, alors que je crois savoir, j'en suis pas sûr, que le Canada et la Turquie ne sont pas des pays situés en Europe géographique. Bon. Et donc la montagne a accouché d'une souris, bien entendu, il ne s'est rien passé. Et puis maintenant, il est là, il va faire de nouveau un sommet. On va encore le coup les Rocher Ferrero, les soirées de l'ambassadeur, les soirées du président de la République, etc. Voilà, c'est quoi? Alors, ce qu'il nous est en train de nous expliquer, c'est qu'il a vu des formules, alors qu'on a dû être concoctées par McKinsey, à défaut de Mimi Marchand, puisqu'il paraît que Mimi Marchand n'est plus en odeur de sainteté. Et donc, il y a des formules. Ce serait de la folie de respect spectateur quand le sort de l'Europe ne pourrait pas être décidé par les États-Unis et la Russie. Mais il débarque ou quoi? Il connaît l'histoire du XXe siècle. Enfin, depuis 1945, le sort de l'Europe, on peut dire d'ailleurs depuis la conférence de Téhéran de 1943, et on pourrait même remonter d'ailleurs plus antérieurement, enfin, on pourrait même remonter aux conférences d'après la Première Guerre mondiale, mais disons depuis 1943. Lorsque Staline et Roosevelt se sont concertés pour dire qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe serait partagée entre deux zones d'influence, ce qui a été confirmé en 1944 à la conférence de Yalta et acté ensuite
à la conférence de Potsdam, entre Staline et Truman, puisque Roosevelt était passé de vie à trépas entre les deux. Ben, depuis ce moment-là, l'Europe, elle est justement, elle est devenue un objet de l'histoire. C'est les États-Unis et l'Union soviétique qui ont disposé du sort de l'Europe. C'est quand même pas. Donc ça n'a pas. Il n'y a rien de nouveau. On nous a expliqué pendant des décennies entières qu'on allait construire l'Europe. On a expliqué ça aux enfants des familles en disant vous allez voir, ça va nous permettre de faire contrepoids aux États-Unis. Rien du tout. Je note d'ailleurs, d'une façon qui, je trouve, les événements en cours sont extraordinaires. Moi, on m'a traité pendant 18 ans d'anti-américain primaire. C'était Madame Léa Salamé en 2014 chez Ruquier qui m'avait dit c'est de l'anti-américanisme primaire. Non, je n'étais pas de l'anti-américanisme primaire, je dénonçais simplement la suggestion de la France aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, je vois que Madame Léa Salamé, qui est dans le civil la femme de Glucksmann, de Raphaël Glucksmann. Alors Raphaël Glucksmann, il est hystérique, ce type. C'est un agent, je dis plus agent américain, c'est un agent de l'État profond américain. Et l'État profond américain essaie de continuer la lutte contre Trump en se déportant vers l'Union européenne. Et donc j'ai vu que M. Glucksmann, qui est invité à répétition, alors que personne ne l'écoute, enfin tout le monde s'en fout de ce que dit Glucksmann, mais il a droit à tous les plateaux télé, tous les plateaux radio. J'ai vu qu'il est passé, je crois que c'était sur BFM TV, où il a dit que Trump avait mis une cible dans le dos de Zelensky. C'est incroyable. En attendant, c'est eux maintenant qui font de l'anti-américanisme primaire. Je suis tout à fait, c'est quand même extraordinaire. Moi, je milite depuis bien plus longtemps, mais disons depuis 18 ans que j'ai créé l'UPR. Je milite pour que la France redevienne ce qu'elle aurait toujours dû être, de jamais cesser d'être, un pays indépendant et souverain comme l'avait voulu Charles de Gaulle, avec sa force de frappe nucléaire, qui doit rester absolument nationale et qui ne doit pas être étendue à l'Europe. Je ne sais pas s'il y aura une question là-dessus. Macron en a parlé. Bon, il avance sur des œufs parce qu'il y a toute une série de choses à dire sur la question. Bon. Mais De Gaulle nous avait... Pourquoi je voulais que la France, et que je veux toujours que la France redevienne un pays libre, indépendant et souverain? Parce que il faut, dans la vie des peuples et des nations, on ne doit jamais mettre son devenir, son existence, son futur dans les mains d'un autre État. Hein, c'est la fameuse citation que j'avais trouvée dans ce petit livre de citations que De Gaulle avait rédigé tout au long de sa vie, une citation de Machiavel, hein, celui qui cherchera de l'aide à l'étranger, je dis de mémoire, trouvera un maître dans son protecteur. Voilà, c'est une phrase de Machiavel tirée du Prince de Machiavel. Voilà, que De Gaulle avait parfaitement compris, parce que lui, il était allé en Angleterre pour essayer d'avoir un soutien, puis il s'était rendu compte, en fait, que les Anglais et les Américains, ils voulaient bien l'aider, mais pour dominer ensuite la France. Et donc, De Gaulle avait eu les pires difficultés pour assurer la souveraineté et l'indépendance nationale. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je veux que la France sorte de l'Union européenne et sorte de l'OTAN. Parce que nous ne devons pas dépendre d'une autre direction, d'un autre État. C'est ça qu'il faut avoir. Bon. Alors maintenant, on découvre l'Amérique, si j'ose dire. C'est-à-dire, on découvre tous ceux qui me traitaient je sais pas, d'extrême droite, de nationalistes, d'anti-européens, d'anti-américains primaires. Maintenant, sont les premiers à dire oh là 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 là, il faut absolument qu'on soit indépendant des États-Unis. Mais moi, je dis, ce qui arrive en ce moment ne m'étonne pas. Il faut tout simplement être indépendant, en effet, des États-Unis. On ne peut pas être indépendant en faisant des alliances avec des pays qui, eux, veulent être dépendants. Les pays baltes veulent être sous le parapluie américain. Enfin, j'ai déjà expliqué ça de très nombreuses fois, mais ce qui est en train de se passer est quand même une formidable leçon d'histoire. Voilà, alors je terminerai, parce que je vois que l'heure avance, il faut quand même que je réponde à des questions. Je terminerai simplement en disant que ce discours de Macron ce soir, c'est essayer de faire peur aux populations. On sort des sondages, il y aurait 64% des Français qui auraient très très peur des Russes. On sort des sondages où il y aurait, je sais plus quoi, 54% des jeunes Français qui seraient prêts à aller se battre et 45% seraient prêts à aller mourir pour l'Ukraine, contre la Russie. Mais de qui se moque-t-on?
De qui se moque-t-on? Tous ces sondages participent d'une mise en conditionnement. C'est le lavage de cerveau, c'est le bourrage de crâne, comme disaient nos ancêtres en 1914, qu'ils ont subi. Arrêtons de croire toutes ces salades. J'ai vu M. Charles Consigny, j'ai vu ça, qu'on croyait plutôt habitué aux soirées mondaines dans les beaux quartiers parisiens, qui a dit que lui, il était prêt à aller mourir pour la Russie. Non, mais tout ça, c'est de la rigolade. C'est pas de la rigolade, d'ailleurs, c'est triste. C'est triste parce que c'est fondé sur des mensonges, des postures, c'est de l'hypocrisie la plus pure. Quand je vois tous ces gens qui disent oui, il faut aller en guerre, mais qu'ils envoient d'abord leurs enfants dans une pipe ou leurs petits-enfants, tous ces gens qui disent on ne peut pas tolérer, etc., etc. Voilà. Non, l'Europe, elle s'est mise dans un très mauvais pas. Ça fait depuis des décennies. Maintenant, il faut boire le calice jusqu'à la lie. C'est d'ailleurs pas un calice terrible, en fait. Il s'agit simplement qu'on est mis de côté. Et parce que Trump a dit, et il a raison d'ailleurs, il a dit qu'il ne veut pas mettre dans une négociation des gens qui non seulement n'ont pas une seule carte en main, mais qui en plus sont là pour poursuivre l'effort de guerre. Lui, il veut la paix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au total, les chiens aboient, la caravane passe. Et puis, on se rendra compte que tout ça, j'espère, que tout ça va se résoudre assez facilement. On a vu que Zelensky a tourné kazakh. On a donc maintenant des gens qui sont plus Zelensky que Zelensky, si j'ai bien compris. Puisque Zelensky, il est d'accord maintenant pour faire un accord de paix, pour chercher et bientôt, parce que Zelensky, lui... Alors, je dis d'ailleurs au passage une information sous toute réserve, mais qui vient de l'opposition ukrainienne, qui a circulé un peu sur les réseaux sociaux, mais pas beaucoup, qui a un peu circulé aussi en France, dans certains cercles, Alors, je ne sais pas si elle est vraie, donc je le dis sous toute réserve. Bon, mais il se dit que Zelensky, lorsqu'il est allé à Washington, aurait eu une conversation avec Trump avant la fameuse conversation que l'on a vue, où on a vu qu'il était sur les nerfs. Et s'il était sur les nerfs, c'est parce qu'il aurait eu auparavant une conversation privée qui n'aurait pas été tout à fait, qui n'aurait pas tourné comme il le pensait. Zelensky aurait demandé à Trump qu'est-ce qui se passait s'il était obligé de s'enfuir d'Ukraine. Parce qu'il est évident qu'il va dégager d'une façon ou d'une autre. Bon, il est impopulaire dans son pays, et puis les Américains, ils commencent à gêner. Voilà. Et donc, il paraît, toujours d'après ces rumeurs venues d'Ukraine, de l'opposition ukrainienne, dont une partie d'ailleurs est mise en prison, il paraîtrait que Zelensky aurait obtenu des assurances de Macron. Macron aurait dit qu'il était d'accord pour recevoir en asile politique en France Zelensky si Zelensky s'enfuyait d'Ukraine, et que Macron était d'accord pour que lui assurer le gîte, le couvert et beaucoup d'argent jusqu'à la fin de ses jours pour avoir en fait détourné des fonds par centaines de millions d'euros ou de dollars, pour pas dire des milliards de dollars, et avoir entraîné un pays au désastre, mais encore une fois parce qu'il était en fait simplement la marionnette de forces qui l'ont dépassé. Et donc, paraît-il que Zelensky aurait demandé à Trump est-ce que lui, Trump, pouvait valider ce que Macron lui avait dit. Parce que dans le landerneau des chancelleries du monde entier, on sait que la parole de Macron, ça vaut pas grand-chose. Donc en revanche, s'il avait eu la confirmation de la part de Trump, voilà. Et il paraît, toujours d'après ces informations qui circulent, que Trump aurait dit écoutez, ça c'est pas mes oignons, occupez-vous, voyez ça avec Macron. C'est bien d'ailleurs dans le genre de Trump, mais lui c'est pas mes affaires. Et c'est là, paraît-il, que Zelensky se serait rendu compte qu'il risquait d'avoir le sort des gens que je racontais de tout à l'heure. Dans le meilleur des cas, c'est Nguyen Van Thieu, là, l'ancien président sud-vietnamien qui a terminé sa vie en Californie. Il y a aussi dans le même genre Carlos Andrés Pérez, là, le dictateur vénézuélien que j'avais rencontré à Caracas quand il était président de la République, qui s'était enfui ensuite, qui a fait terminer sa vie en Floride. Dans tous les cas, les États-Unis avaient laissé tomber, mais ils avaient quand même accueilli les dictateurs en fuite, ils les avaient accueillis. Ce qu'ils n'ont pas fait avec le Nol pour le Cambodge, c'est pareil. En revanche, pour le Shah d'Iran, non, ils l'ont laissé mourir, et il a été le paria. C'était sous la présidence Carter. Vous savez qu'il allait du Panama, il était chassé, il allait en Égypte, au Panama, personne n'en voulait. Enfin, c'était ignominieux. Voilà. Donc là, ce que je pense, c'est que Zelensky n'a pas envie de terminer comme le Shah d'Iran. Voilà, c'est un peu l'affaire telle qu'elle se présente. Voilà, j'ai été très long, mais je tenais à le dire parce que je voudrais ici faire passer un vrai message à toutes les personnes qui m'écoutent et qui ont confiance en moi.
Il faut absolument, mais absolument, que vous fassiez diffuser nos informations, et en particulier l'analyse que j'ai faite de l'altercation Trump-Zelensky, d'autres vidéos que nous allons prochainement sortir, au maximum autour de vous. Hein. C'est même plus une question de politique française, c'est une question là, de vie et de mort. C'est une question de est-ce qu'on va basculer dans la Troisième Guerre mondiale. Il faut absolument que les Français se ressaisissent et comprennent au passage que nous avons à l'Assemblée nationale 0 député qui défend l'intérêt national. Voilà. Le Rassemblement national sombre dans la collaboration la plus pure, la plus infecte en fait avec Macron. On a vu qu'ils ont tout fait. Madame Le Pen et Bardella, ils ont refusé, ils ont bloqué la destitution de Macron, alors que c'est ça qu'il faudrait faire. Ils ont sauvé la vie politique de Bayrou. Ils ont refusé de censurer Bayrou. Ils sont pour l'Europe, pour l'euro, pour l'OTAN. Bardella est allé banqueter avec Zelensky et Mme Valérie Ayer au Parlement européen. Dernière chose en date, ils ont fait en sorte que Richard Ferrand, qui est l'ami de Macron, puisse être nommé pendant 9 ans au Conseil constitutionnel. Et puis maintenant, voilà, la dernière chose en date, c'est que le Rassemblement national part en guerre contre Trump. Voilà, en disant que c'est scandaleux qu'ils arrêtent de verser des armes à l'Ukraine. C'est-à-dire que le Rassemblement national dit la même chose, en fait, que l'Église catholique, que le Canard enchaîné, que toute la scène politique française, qu'Édouard Philippe, que Bayrou, que Barnier, que Olivier Faure, que François Hollande. Ils disent tous la même chose, il faut envoyer des armes. C'est ça, le Rassemblement national. J'ai vu d'ailleurs que ce soir, M. Bardella a réagi à l'intervention de Macron en disant qu'il fallait absolument une Europe forte, alors que tout nous montre que l'Europe, justement, ne peut pas être forte. Enfin, jusqu'à quand est-ce qu'il va y avoir des abrutis en France qui vont croire, ça fait quand même 68 ans depuis le traité de Rome, ça fait 68 ans depuis le traité de Rome, qu'on nous promet que l'Europe va être forte, alors qu'on voit que c'est le contraire qui est vrai. J'ai expliqué depuis 18 ans pourquoi ça ne peut pas marcher. Parce que c'est justement, c'est conçu pour que ça ne marche pas, puisque vous affaiblissez, plus vous mettez d'États avec des intérêts contradictoires, plus vous affaiblissez l'ensemble. C'est le stratagème des chaînes qui a été mis à jour, décrit sous la dynastie Ming dans le livre des 36 stratagèmes chinois. C'était aux alentours du XIVe siècle. Voilà. Ça fait 18 ans que je l'explique. Et là, on a M. Bardella, en bon toutou, de l'oligarchie euro-atlantiste qui nous ressort ce même plat. Alors je lance ici vraiment un appel. Il faut que toutes les personnes qui m'écoutent, toutes les personnes qui me font confiance, qui approuvent ce que je dis, qui diffusent cette information, il faut aussi qu'ils se prennent en main. Parce que maintenant, les choses sont très graves. Je vous incite, je vous demande, je vous dis réfléchir, mais plus que d'y réfléchir, il faut passer à l'acte maintenant. Il faut nous rejoindre. Il faut rejoindre l'UPR. Je m'adresse ici à tout le monde. Tous les gens, et en particulier à ceux qui se sont fait enfumer par le Rassemblement national, qui découvrent quand même de jour en jour à quel point ils se sont fait enfumer par ce parti politique qui, depuis 1974, en tout cas depuis 1988, assure systématiquement la poursuite du système. J'ai déjà expliqué par quel phénomène. Donc il faut absolument, mais absolument, que vous laissiez tomber le Rassemblement national, Mme Le Pen, M. Bardella. Mais vraiment, vraiment, j'insiste sur cet aspect des choses. Parce que si vous continuez, on aura en 2027 Édouard Philippe qui sera élu président de la République. Parce qu'on aura un deuxième tour, Le Pen ou Édouard Philippe, ou Bardella, Édouard Philippe, et on aura les castors qui se mobiliseront comme à l'accoutumée, Madame Le Pen ou Monsieur Bardella qui feront une embardée délibérée, et on se retapera encore ça. Donc il faut vraiment sortir de ce maléfice qui a été inventé de façon dramatique, en fait, par Mitterrand et par Charasse. Tout nous montre que le Rassemblement national est un parti politique qui œuvre sciemment pour le contraire de ce qu'il vous fait croire. Et cessez d'être naïf sur ce parti politique qui, en fait, verrouille la société française et qui entraîne la France dans le gouffre. Je rappelle que ce sont des gens qui sont achetés parce que toute la famille Le Pen vit sur la bête depuis maintenant 30 ou 40 ans, sur la bête de la République ou de l'Europe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Adhérez à l'UPR et maintenant prenez les choses en main. Soyez adultes. Arrêtez de croire au Père Noël. Faites confiance à quelqu'un qui ne vous a jamais menti depuis 18 ans, c'est-à-dire moi. Voilà, maintenant la question.